C'est l'une des plus belles villes de tout le littoral atlantique, une cité qui, dès son origine, a lié son destin à la mer, au voyage. Soyez les bienvenus à La Rochelle pour cette émission spéciale de Cap Sud-Ouest consacrée aux Journées européennes du patrimoine. Et pour l'occasion, nous nous sommes installés à quelques battements d'ailes du Vieux-Port sur le bateau emblématique du musée maritime, le France 1, une frégate météorologique construite en 1958 qui, durant plus de 30 ans en haute mer, a affronté les tempêtes, les vents à 200 km/h, les creux de plus de 20 mètres. C'est le navire amiral de ce musée à flot installé au bassin des Chalutiers. Bonjour Nathalie. Bonjour. Directrice du musée maritime de La Rochelle. Lorsqu'on dit patrimoine, on dit château, cathédrale, un bateau, une histoire maritime, c'est aussi un patrimoine. Alors, c'est un patrimoine. Les bateaux sont aussi classés, au même titre que les châteaux ou que les églises. Ils sont classés pour des raisons un peu différentes parfois, parce que plus que leur architecture, on classe leur mémoire et on classe aussi ce qu'ils représentent, les aventures qu'ils racontent. Cette journée du patrimoine, j'imagine que pour vous, comme tous les musées, c'est un moment particulier aussi de proposer quelque chose d'un peu différent. Oui, alors c'est un moment particulier parce que bien sûr on accueille de nombreux visiteurs, des gens qui viennent voir le musée, quelquefois autour de 2500, 3000 en un week-end, ça fait quand même beaucoup, mais surtout au musée maritime on invite en fait nos anciens marins, les témoins, tous les gens qui ont navigué sur ces bateaux, qui ont travaillé dessus, qui sont en fait l'âme de nos navires, donc qui sont là avec nous pendant ces 2 jours. Alors, c'était un beau moment, moi j'ai flâné sur le quai et je voyais des sourires qui s'échangeaient avec des gens qui avaient les yeux tout écarquillés en parlant avec les gens qui naviguent. Ça prend cher tout d'un coup dès qu'il y a un échange. Oui, parce qu'en fait, c'est un échange aussi de souvenirs, de mémoires. Les gens se retrouvent aussi entre amis, puisque on a des gens qui viennent, ils ont navigué ensemble il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, c'est des moments particuliers. Puis, avec les visiteurs, avec des petits-enfants, quand je pense notamment à un ancien marin qui était mousse, il avait 10 ans. Quand il raconte à un petit garçon qui a le même âge que lui, il était parti, il embarquait pour 3 mois. Il se levait, il faisait froid, il dormait dans le mouillé. Enfin, les enfants ont des yeux écarquillés, ils se demandent qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ça fait peut-être naître des vocations d'ailleurs. Un musée maritime à La Rochelle, ça a tout son sens. Est-ce qu'on peut dire que La Rochelle, elle est fille de la mer? Oui, alors elle est fille de la mer, elle est née de la mer, comme on dit dans l'exposition permanente qu'on propose au musée. En fait, les premiers habitants de La Rochelle, c'est des gens qui sont venus du Nord, nos ancêtres les Vikings, on pourrait presque dire, puisqu'en fait La Rochelle à terre est entourée de marécages, entourée de marais. Il n'est pas possible de s'installer facilement, donc les premiers qui s'installent ici, ils arrivent par la mer. Donc ils trouvent un coin plutôt sympa, il fait beau, c'est poissonneux, c'est intéressant, c'est bien protégé, c'est intéressant, donc ils s'installent tout près du marché actuel. Donc c'est la première ville de La Rochelle. Voilà, cette fondation, elle est autour de l'an 1000. Et alors, quand on dit port, il faudrait mettre le terme au pluriel, parce qu'en fait, il y a plusieurs ports. Il y a le bassin des Chalutiers, là où nous nous trouvons, qui a été aménagé dans les années 1920. C'était pour permettre aux bateaux de pêche de décharger rapidement les poissons, avec le fameux train du poisson qui partait vers Paris. Il y a bien évidemment le vieux port, gardé par ses jolies tours qui datent du 14e. Il y a le port de la Palisse, fin du 19e, port en eau profonde. Et enfin, le port des Minimes, 4800 anneaux. Je crois que c'est le plus grand port de plaisance sur la façade atlantique. C'est toujours en mouvement, cette histoire. Alors, c'est toujours en mouvement. La Rochelle a grandi effectivement au fur et à mesure de ses ports. À chaque fois qu'on avait un nouveau bateau, un bateau plus grand, il fallait un port plus profond. On les a déplacés un petit peu partout dans la ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien ici. On est à côté du plateau nautique. C'est plein là, les entreprises sont fermées ce soir, mais autrement, c'est plein d'activités. Donc, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui continue et qui vit tous les jours et qui vit aussi justement au musée. Est-ce qu'en quelques mots, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être une ville portuaire, ça a une influence sur l'état général de la ville, sur l'état d'esprit des Rochelais? Oui, alors, c'est vrai pour La Rochelle, c'est vrai pour des grands ports de mer toujours, parce qu'en fait la mer, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur l'extérieur. On balade des marchandises, mais qui dit marchandises dit aussi des hommes, dit aussi des idées. Donc effectivement, La Rochelle, c'est une ouverture sur le monde, puisque on a cet océan juste à côté et qui montre qu'il y a un ailleurs quand même. Il y a un ailleurs. Merci beaucoup Nathalie. Alors à l'occasion de ces journées européennes du patrimoine, je vous propose de nous intéresser à un chantier qui est extrêmement important pour la ville, c'est celui qui concerne la mairie. C'est un bâtiment exceptionnel à plus d'un titre, construit au XVe siècle, aménagé à la Renaissance avec un mur crénelé, son échauguette, sa façade sculptée, sa magnifique salle des fêtes aménagée par Henri IV. Seulement voilà, 28 juin 2013. Un incendie accidentel a ravagé le bâtiment. Il a fallu des heures pour venir à bout des flammes. Aucune victime, fort heureusement.
Mais le constat est terrible, l'hôtel de ville est endommagé à plus de 70%, la toiture, les charpentes, les salles intérieures sont détruites. Il a alors été décidé de relancer un chantier de construction avec l'objectif de retrouver le bâtiment tel qu'il était avant l'incendie, un chantier de grande ampleur au point de devenir un chantier pédagogique. Mon oncle, c'est un compagnon tailleur de pierre aussi. Ah ouais, c'est une histoire de famille. Ouais, voilà, du coup j'ai été baigné dedans petit et puis voilà. Ah oui, donc quand on parle de transmission, toi, t'es en plein dedans, quoi. Voilà, ouais. Jimmy est né au pied de la pierre de Tuffeau, dans le Val-de-Loire. Mais il n'a pas mis longtemps à dompter la crasane de l'hôtel de ville de La Rochelle. Il faut dire qu'il entame sa 7e année de Tour de France. Apprendre son métier chez les Compagnons du Devoir, c'était pour lui une évidence. Qu'est-ce que tu as trouvé finalement chez les Compagnons? Ouais, il y a beaucoup de trucs. Il y a le savoir-vivre, il y a la discipline, le voyage. Puis après, il y a Et puis un petit peu de savoir-faire aussi. beaucoup même. Les anneaux de levage, là, c'est vraiment pour déplacer à côté. Hein. C'est pas fait pour l'envoyer directement avec la grue. Hein. Sur ce chantier hors norme, c'est l'entreprise de Barbezieux, les Compagnons de Saint-Jacques, qui est en charge des vieilles pierres. Accueillir de jeunes tailleurs comme Jimmy, c'est donc dans l'ADN de la société. On va scier dans le joint. De toute façon, elles sont toutes à changer, celles-là. Donc pour la bûcher, mais on va essayer quand même de sortir des gros morceaux plutôt que de faire plein de gravats. Michael Massetto, lui, avait commencé par un BEP et un CAP avant d'aller bourlinguer, comme Jimmy, de chantier en chantier. Lui aussi a eu un mentor qui, sur le terrain, lui a appris le métier, un rôle qui lui tient à cœur aujourd'hui. Être sur un super chantier et d'avoir des jeunes qui viennent, bon, on peut que leur donner du beau boulot et c'est la meilleure des expériences et de l'envie de continuer. Enfin, moi, on m'a appris comme ça aussi, en me donnant, pas en me disant tiens, tu roules des brouettes et tu me regardes faire. On m'a donné la place. Je suis resté des heures comme ça à me dire je commence comment et au final, il faut donner. Jimmy ne verra sûrement pas la fin du chantier de l'hôtel de ville. Il sera reparti sur la route, tailler d'autres pierres et, quand son heure viendra, transmettre son savoir à des plus jeunes que lui. Le voici, ce chantier vu du ciel, protégé des intempéries par son immense parapluie blanc. Ici, ils sont nombreux à attendre ici la fin de ce chantier. C'est bien évidemment pour le bâtiment lui-même, mais également pour le symbole qu'il représente. Il faut savoir que La Rochelle, ville libre, a toujours cherché à s'affranchir des États. Et ça a été la première ville en France à se doter d'un maire. C'était en 1199. Frédéric Tranchant, gérant de la société des Compagnons de Saint-Jacques, une société charentaise spécialisée dans les monuments historiques. Ce chantier, à cause de toutes ces raisons, il est quand même un peu particulier, un peu hors norme, non ? Oui, il est hors norme parce que on venait de finir de le restaurer quand il y a eu cet incendie. Donc ça nous a profondément touchés et donc quand nous avons été adjudicateurs de la restauration et de la reconstruction de cet hôtel de ville, nous en étions très fiers. On a eu le sentiment dans la ville à ce moment-là qu'ils avaient perdu un des leurs. Oui. Énormément de personnes pleuraient, y compris nous, les tailleurs de pierre. Ah oui, carrément. Ouais, on a fait la mise en sécurité tout de suite et c'était un déchirement de le voir partir en fumée. Alors on a entendu dans ce reportage Jimmy, son compagnon et puis son tuteur, on m'a laissé ma place. C'est important cette dimension transmission sur un chantier pour vous ? Bien sûr. La fonction première en fait de nos métiers d'art entre guillemets, c'est de transmettre notre savoir. Donc dès qu'on a des jeunes motivés comme ça qui veulent apprendre tout ce que nous on a pu apprendre de nos anciens, eh bien c'est avec plaisir que l'on retransmet tout ça. Alors, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui se disent moi ça m'intéresse les métiers du patrimoine. Quels conseils concrets vous pourriez leur donner ? À quel moment on s'oriente ? Parce qu'il existe beaucoup de formations dédiées à ces métiers. Bien sûr. La première formation, c'est effectivement après la troisième, quand vraiment les jeunes ne sont pas motivés pour faire une carrière un peu plus longue dans les études, ils peuvent s'orienter vers un CAP de tailleur de pierre, un brevet professionnel, brevet de maîtrise, voilà. Et ça peut être intégrer le compagnonnage, bien évidemment, où là, on les accueille, nous, en tant qu'entreprise, pour les former techniquement, et ils apprennent la théorie chez les Compagnons du Devoir. Alors, vous en parliez, le compagnonnage, cette façon de transmettre le savoir-faire, ce rapport maître-élève, c'est quelque chose qui remonte d'ailleurs à la période des bâtisseurs des cathédrales et même avant. Ça a encore un sens aujourd'hui ?
Bien sûr que ça a un sens, parce que si nos jeunes, on ne peut pas leur transmettre tout ça, c'est la base même du compagnonnage, si vous voulez. On n'a rien inventé. Toutes ces restaurations se font toujours de la même façon. Nous construisons toujours de la même façon, avec des techniques peut-être un peu plus évoluées, peut-être, mais la base est la même. Et quand on réussit, on a la chance, comme vous, de partir dans des lieux assez incroyables. Je vous propose de voir quelques images des chantiers sur lesquels votre société, les Compagnons de Saint-Jacques, interviennent. Château de Cazeneuve en Gironde, Château de Pau, la citadelle de Saint-Martin-de-Ré, le monument aux Girondins de Bordeaux ou encore le phare de Cordouan. Racontez-moi comment votre vocation est née, celle qui vous a amené à travailler dans de tels endroits. J'ai pas vraiment eu le choix, en fait, pour tout vous dire. Je suis d'une famille de tailleurs de pierre et de meilleurs ouvriers de France. Père et grand-père, c'est ça? Et frère. Et frère en plus. Ouais. Donc voilà, c'était tout naturel pour moi de faire ce métier et je le fais toujours avec autant de passion. Vous avez été meilleur ouvrier de France en taille de pierre en 1997. Il y a un rapport particulier quand on travaille ce matériau, la pierre. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous tapez comme ça sur cette pierre? Je pense que c'est comme tous les métiers où c'est manuel. En fait, nous créons quelque chose, nous reproduisons une pièce en pierre qui a été usée par le temps. Ça nous permet un petit peu de faire un peu de chirurgie comme un médecin peut faire sur un patient. Elle vous parle, la pierre, quand par exemple vous devez faire une sculpture, vous sentez un peu la forme qu'elle va avoir, comme si elle avait déjà ça en elle? Oui, on fait toujours beaucoup de dessins avant de la travailler et c'est un rapport tout à fait particulier, mais c'est vrai que c'est indéfinissable. Alors je voudrais qu'on parte en mer, en direction de ce monument que certains ici appellent la Tour Eiffel de Charente-Maritime. C'est bien évidemment le fameux Fort Boyard. Vous y avez travaillé. Oui. Quand même, se rendre sur ce chantier, c'est déjà une aventure. Hein. Oui, c'est toujours un petit peu épique, oui, tout à fait. On arrive avec une grue, on est on est élitreillé. élitreillé, voilà, on a l'impression qu'on va faire des jeux. Non, on va juste travailler. C'est vrai que c'est un monument. On a vraiment l'impression d'être sur un bateau, un paquebot. C'est quelque chose de fascinant. Diriez-vous qu'un monument, ça a une personnalité un peu comme un être vivant? C'est-à-dire qu'il ne se passe pas la même chose à Fort Boyard qu'à la mairie de la ville d'Angoulême où vous avez travaillé aussi? Non, tous les édifices sont totalement différents. Et suivant l'heure, et suivant les personnes qu'il y a autour, suivant l'ambiance, ils nous racontent quelque chose de différent à chaque fois. Vous savez quoi? Vous avez l'œil qui brille. Quand vous parlez de tout ça, j'espère que ça donne des idées à ceux qui nous regardent, se dire moi aussi je veux avoir comme ça cette petite étincelle qui s'allume. Bah écoutez, de toute façon, on le fait de plus en plus. Les maîtres d'ouvrage nous demandent et nous, on est tout à fait preneurs de ce genre d'animation. On fait des ateliers écoles de temps en temps sur les chantiers. Ça peut être sur des petites communes et puis les écoles viennent voir nos tailleurs de pierre toucher la matière, toucher l'outil et s'essayer justement à la taille de pierre. Merci Frédéric. Alors tiens, je vais vous donner quelque chose qui va vous intéresser parce que ça doit vous arriver. Travailler sur un monument historique, ça demande parfois des compétences particulières. Pour mieux le comprendre, je vous invite à Bordeaux, plus précisément à la Flèche Saint-Michel. Depuis plus de 600 ans, elle domine la ville avec ses 114 mètres. C'est le deuxième plus haut clocher de France. Et nous avons eu la chance de suivre Nicolas Godet et ses collègues, maçons cordistes, lors d'une mission de surveillance en vue de préparer d'importants travaux de consolidation. Si vous avez le vertige, accrochez-vous, mais surtout gardez les yeux ouverts. La première fois où tu es monté là-haut, Nicolas, t'en souviens encore ou pas? Ah oui, parce que c'était assez particulier. Tempête 99. Et on me dit, faut monter là-haut pour aller voir si ça tient, si la flèche elle tient debout. Vous savez, quelqu'un est déjà monté, et là on me dit, bah si, en 1945, ils ont été mettre un drapeau bleu, blanc, rouge. Wow. Je fais quoi? Et depuis, bah on sait pas. Mais ça tient la flèche. Ah ça, bah c'est vous qui allez nous le dire. Et puis t'arrives en haut, et puis bah non, elle est comme neuve. La flèche Saint-Michel, elle a un caractère fantastique. Ce campanile planté au milieu de la ville, tu as l'impression de toucher le passé, de faire ce voyage dans le temps de Bordeaux et d'être toi-même ce petit élément qui fait que ce monument est là depuis 600 ans et qui sera là encore bien après notre mort. Et ça, c'est juste magnifique. Ça donne un sens à la vie presque.
toi, t'as pas peur? T'as pas le vertige? On fait les beaux, on dit ouais, même pas mal, on a du sang d'Indien, non, taratata. On a le vertige aussi, et ça fait, c'est impressionnant quand même. On est les rois du monde ici. Eh. Là, ici, on vole au-dessus de la ville. Mon invité est à sa façon un créateur d'émotions vertigineuses, mais les siennes sont artistiques. Richard Texier, peintre, sculpteur né à Niort et aujourd'hui l'un des artistes contemporains français les plus respectés à travers le monde. Bonjour Richard. Bonsoir. Des navires autour de nous qui disent la potentialité du voyage, c'est un cadre qui doit vous convenir. Oui, on vit, ma génération et d'une manière générale, un peu tout le monde aujourd'hui, vit la poétique du monde ouvert. Alors le monde maritime singulièrement parle de ça, mais pas seulement. Le monde ouvert, c'est aussi des continents, des territoires que j'ai arpentés avec mon atelier nomade. Et j'ai été peindre aux quatre coins du monde. C'est vrai qu'un grand port comme celui-là me remet tout ça en mémoire. Alors, si l'une des caractéristiques de votre travail, c'est qu'il y a cet esprit nomade, le fait d'aller ailleurs, et en même temps, il y a l'imprégnation de vos paysages d'enfance. C'est vraiment un mariage. Oui, parce que j'ai été curieusement en contact avec la nature très très tôt. J'ai été élevé comme un enfant sauvage. Dans le Marais Poitevin. Dans le Marais Poitevin, sur les rives un peu de l'Atlantique. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à 10 ans, je ne suis pas allé à l'école. J'étais vraiment, c'est les gendarmes qui sont venus me chercher. Moi, je me suis senti très décalé très tôt. Je l'ai été finalement tout au long de ma vie, joyeusement décalé. Mais j'ai fait mon travail d'une manière très singulière, sur les marges de la poétique. Alors singulière, tiens, vous allez voir un exemple. Parce qu'en 2003, vous avez vécu une belle expérience. Vous avez passé 8 semaines dans le phare de Cordouan. C'est un moment de création que j'imagine qui est quand même très particulier. Ah, c'est fou, c'est en pleine mer, c'est à 10 000 en mer. On voit plus du tout la côte. On sent parfois le parfum des forêts. Mais non, c'est plus qu'un bateau. C'est un imaginaire optimisé sur un territoire historique incroyable. Les œuvres que vous avez créées là-bas, on peut dire vraiment, elles sont nées de cet endroit, de votre imagination bien sûr, mais aussi de cet endroit. Elles sont nées de cet endroit, de la folie de cet endroit, parce que c'est quand même une résistance à l'océan qui date du XVIe siècle, qui est tout à fait spectaculaire. Je me suis senti abrité, inspiré, aidé par Cordouan et sa grande figure tutélaire, et au point que je ne voulais pas partir. Au bout de 8 semaines, moi, je serais bien resté là. On peut dire que vous êtes sensible à l'appel du large et dans tous les sens du terme. Bien sûr, vous aimez sentir les embruns, mais vos œuvres elles-mêmes ont des grandes dimensions. Vous avez besoin d'espace. Ah, j'aime ça. J'aime l'idée de disser la toile et non pas la voile, et parfois la grande toile, parce que je fais des très grands travaux. J'aime marcher sur mon travail, sur des grands tableaux, et j'aime qu'un tableau soit un territoire. Et c'est vrai que les lieux tels que Cordouan, des lieux forts, m'inspirent. Vous savez, on fait des tableaux pas seulement avec son savoir-faire, mais surtout avec ce que le territoire vous donne. Vous dites d'ailleurs que la nature est le plus grand des sculpteurs parce qu'elle contient tous les modèles. Quelle place ont dans votre cœur et dans votre œuvre les paysages de Charente-Maritime ? Une place assez forte, parce que moi je suis un petit gars du littoral. J'ai été biberonné à l'océan. J'appartiens au peuple
du littoral, c'est-à-dire celui qui hésite entre la terre et l'océan. On est nombreux, hein. Je crois qu'il y a 60% des habitants de la planète qui sont sur le littoral. Mais moi, je me sens vraiment comme ça. Je ne suis pas un type continental, je ne suis pas non plus un navigateur, mais j'arpente le littoral du monde. Alors, vous avez écrit un ouvrage il y a quelques années qui s'appelle Nager, où vous racontez vos souvenirs d'enfance et puis on part un peu aussi dans les coulisses de votre imagination. Il y a une scène assez fabuleuse, je crois que vous avez une dizaine d'années. Vous suivez de la famille qui va chercher des vaches dans le marais Poitevin. Vous ramenez du lait et ce lait se renverse dans les eaux du marais et compose un espèce de tableau. Est-ce que c'est pas là qu'est née votre vocation? Ah, si je crois, parce que j'ai compris à ce moment-là qu'on pouvait changer les paramètres du réel avec de la couleur. Parce que les eaux du marais Poitevin sont noires, c'est pas des eaux vives comme l'océan, c'est des eaux stagnantes, noires. Et ce bidon de lait gras, donc qui restait en surface et qui convoquait une sorte de voie lactée, comme ça sur le. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que peut-être on pouvait opérer poétiquement sur le réel. Et ce bouquin Nager dont vous parlez, c'est beaucoup plus que mon histoire, c'est la construction de l'imaginaire. Mais pour vous, pour tout le monde, c'est comment notre imaginaire s'est construit. Quand on parle des journées du patrimoine, c'est l'occasion d'aller dans des musées, de rencontrer des artistes. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs le mot patrimoine? Parce que ça soulève, qu'on le veuille ou non, un autre idée forte, c'est l'identité, c'est le rapport aux autres. Oui, c'est le rapport aux autres, c'est ce qui nous a construit d'une certaine manière. Mais moi, j'ai toujours vécu le patrimoine comme une plateforme d'envol. C'est-à-dire, c'est un point de départ pour moi. Évidemment qu'il faut le préserver, mais il faut l'imaginer, le patrimoine de demain. Il faut fabriquer, créer, construire, sans arrêt, remettre en question les certitudes. Et c'est un peu mon travail d'artiste, ça. Dans le patrimoine, il y a bien évidemment le patrimoine artistique. Quand vous aviez 10 ans, dans le marais que vous regardiez la Selée en train de se répandre, là, à un moment, vous vous êtes dit, un jour, je serai artiste contemporain. Non, pas encore, mais ça veut dire qu'on peut y croire. D'abord, j'ai eu du mal très longtemps à penser que ça puisse être un métier. C'est-à-dire, pour moi, c'était un éblouissement, c'était une manière de vivre, de respirer. Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre, c'est-à-dire trouver sa place parmi les autres en étant artiste. Je l'ai découvert très tard à New York, où là, j'ai compris que peut-être c'était possible, parce qu'avant, j'avais pas mal galéré. Et là, d'un coup, les Américains m'ont accueilli à bras ouverts. J'imagine, il y a peut-être parmi ceux qui nous regardent des enfants qui disent « Moi, je me sens une âme d'artiste, j'ai une envie. » Puis les parents vont leur dire « Attends, il faut que tu apprennes un métier sérieux, voilà, quelque chose qui te permettra de gagner ta vie. » Qu'est-ce que vous leur dites? Osez? Que artiste, c'est un métier sérieux. C'est même peut-être le métier le plus sérieux qui soit, parce qu'il convoque absolument toutes les dimensions. L'esprit, le cœur, les tripes. C'est une manière de dire sa présence au monde et singulièrement... peut-être d'en vivre, mais vivre, c'est quoi? C'est partager. Très modestement, et j'insiste sur ce mot, j'ai l'impression qu'on partage quelque chose ensemble, parce que moi je ne suis pas un artiste, mais c'est d'être, je vais dire, des orpailleurs d'horizon, c'est essayer de trouver la pépite dans le paysage. Ça s'apprend, regarder un paysage, prendre le temps, regarder et pas voir. Est-ce que ça fait partie des enseignements des transmissions qu'on devrait avoir plus exactement avec nos enfants? Oui, c'est juste, c'est juste. Et puis même la vie même, c'est de l'alchimie. La vie, c'est transformer le plomb en or, hein. C'est ce que d'une certaine manière les artistes essaient de faire, mais tout un chacun, embellir sa vie, regarder le monde ouvert, voir comment on peut aller au-delà de soi-même. Quand on arrive par exemple sur la plage, le soleil couchant, ça fait image d'Épinal, mais on peut y prendre quelque chose de profondément puissant en le vivant dans son intensité. Oui, d'autant plus qu'une plage, on l'oublie souvent, mais une plage, vous savez, les hommes préhistoriques, ils voyaient les plages telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est un paysage éternel. C'est une sorte de degré zéro du paysage, avec un potentiel, un écho dans l'imaginaire qui est incroyable. Un lieu de connexion. C'est un lieu de connexion vraiment éternel. C'est-à-dire que l'océan, la terre, le vent, le soleil, les nuages, c'est ça le monde. Vous voyagez dans le monde entier, mais quand vous revenez en Charente-Maritime, on va faire un peu les chauvins. Ouais, ça vous manque ces endroits-là. Ouais, mais alors moi je dis par exemple en Chine, quand les Chinois ils aiment bien parler, faire des grands discours. Et ils présentent Richard Texier, artiste français. Là je les coupe tout de suite. Je dis non, je suis franco-charentais. Alors il me dit ah bon? Mais charentais, mais c'est quoi charentais? Et je leur dis, c'est là où a été inventée la civilisation. Ça les casse tout de suite. Et alors les Chinois, il faut bien quand même leur rendre justice. En général, ils me disent, ah bon, mais c'est en Grèce alors?
Bon, merci en tout cas, Richard. On va se quitter avec des images qui vont, je pense, vous faire plaisir. Ce sont des vues aériennes avec notre drone du phare du bout du monde de La Rochelle, qui est situé à quelques centaines de mètres de la pointe du port des Minimes. Une réplique à l'identique du vrai phare du bout du monde qui, lui, est situé en Patagonie. Une illustration que l'envie de voyage, le désir de la découverte, le plaisir de la rencontre font partie de l'ADN de cette ville. Avec toutes les équipes de France 3 Nouvelle-Aquitaine, nous vous donnons demain soir rendez-vous à la même heure, 20h25 à La Rochelle pour une deuxième émission spéciale consacrée à ces journées européennes du patrimoine. D'ici là, sortez, visitez, profitez. C'est grâce à votre curiosité que notre patrimoine reste en mouvement.